Au commissariat, Swazik tente encore de remettre de l'ordre dans les images de la veille. Samuel reste près d'elle, attentif aux moindres signes de fatigue, tandis que Sarah recueille son témoignage. Revenir sur l'agression oblige Swazik à revivre cette peur brutale, cette sensation d'avoir été prise au piège en pleine rue alors qu'elle pensait reprendre le contrôle. Sarah ne minimise rien. Elle lui explique que le téléphone de l'agresseur continuera d'être borné et que les adolescents liés à l'affaire du sac de billets seront interrogés. Chaque détail peut compter, surtout maintenant qu'une menace directe pèse sur Swazik. Cette perspective ne la rassure qu'à moitié, mais elle comprend que l'enquête avance enfin sur plusieurs fronts. Samuel observe surtout le visage de Swazik. Il sait qu'elle fait tout pour rester solide, mais il voit que l'agression a laissé une trace profonde. Lorsque la déposition s'achève, il refuse de la laisser repartir seule. Il la raccompagne chez elle et décide d'y rester, simplement pour que le silence de l'appartement ne devienne pas une nouvelle source d'angoisse. Chez elle, Swazik retrouve un lieu familier qui n'a pourtant plus tout à fait la même saveur. La violence subie la veille a déplacé quelque chose en elle. Samuel ne cherche pas à multiplier les paroles. Sa présence suffit. Entre eux, le calme devient une forme de protection, comme si rester ensemble permettait momentanément de tenir la peur à distance. Pendant ce temps, à la paillote, Diane annonce enfin à Marceau ce qu'elle lui cachait. Elle a retrouvé le sac de billets. Il était enterré dans le sable, sur la plage, là où il avait échappé au regard. La nouvelle change immédiatement l'atmosphère. Ce qui n'était qu'un souvenir confus redevient soudain quelque chose de très concret. Pour Diane et Marceau, l'argent représente une tentation trop forte pour être ignorée. Ils sont déjà prêts à le partager, comme si le simple fait de l'avoir retrouvé suffisait à effacer tout ce qui l'entoure. Pourtant, une inquiétude subsiste. Ce sac n'est pas seulement rempli de billets. Il est lié à une affaire dont il ne mesure pas encore toute la gravité. C'est alors que Sarah arrive pour les interroger. Elle évoque directement le sac de billets et leur fait comprendre que la vie d'une femme est en jeu. Cette phrase devrait provoquer un électrochoc, mais Diane et Marceau choisissent de se protéger. Ils prétendent ne se souvenir de rien, maintenant ainsi une version qui leur permet de conserver leur secret. Face à eux, Sarah ne dispose pas encore de la preuve qui les obligerait à parler. Pourtant, leur attitude nourrit les interrogations. Diane et Marceau se retrouvent enfermés dans leurs mensonges. Plus ils dissimulent ce qu'ils savent, plus le poids de l'argent devient lourd, car derrière leur silence se trouve une victime bien réelle, directement menacée. Dans le même temps, Emily se rend chez Erika avec une autre vérité difficile à entendre. Elle lui révèle que Marceau et Diane ont pris de la drogue de synthèse ensemble. Pour les deux mères, il ne s'agit plus d'un simple écart. Elles comprennent que leurs enfants se sont exposés à un danger sérieux et qu'elles doivent réagir. Emily et Erika se retrouvent rapidement sur la même longueur d'onde. Il faut recadrer les adolescents, poser des limites et leur rappeler que ce genre de produit peut les entraîner bien au-delà de ce qu'ils imaginent. Derrière la colère se cache surtout la peur de découvrir trop tard que leurs enfants ont franchi une ligne dangereuse. Lorsque Marceau rentre chez lui, Erika ne retient pas ce qu'elle a sur le cœur. Elle lui rappelle les dangers de la drogue, mais sa colère se fissure sous le poids de la culpabilité. Elle se reproche de ne pas avoir été suffisamment présente ces derniers temps et se demande si son absence a laissé à son fils un espace où il s'est perdu. Marceau, confronté à l'inquiétude de sa mère, ne cherche pas à alimenter le conflit. Il s'excuse pour la frayeur qu'il lui a causée. Ce moment ne règle pas tout, mais il révèle une fragilité qu'Erika n'avait peut-être pas mesurée. Derrière ces décisions irréfléchies, il y a aussi un garçon conscient d'avoir blessé sa mère. Pendant que les adultes tentent de comprendre les erreurs des adolescents, une menace beaucoup plus immédiate pèse ailleurs. Warren et Lizzie sont toujours retenus par leur ravisseur. L'enfermement devient plus oppressant, car ils comprennent que leur geôlier ne cherche pas seulement à leur faire peur. Quelque chose dans leur comportement laisse penser que leur vie peut réellement être sacrifiée. Un détail surtout glace Warren et Lizzie, l'un des ravisseurs ne craint plus de leur montrer son vrai visage sous sa cagoule. Pour les deux jeunes, ce geste a une signification terrifiante. S'ils ne cherchent plus à protéger son identité, c'est peut-être parce qu'ils ne pensent pas leur laisser la possibilité de raconter ce qu'ils ont vu. Lizzie essaie malgré tout de ne pas céder à la panique. Warren comprend lui aussi qu'ils doivent rester attentifs aux moindres détails, à la moindre ouverture. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes tant que personne ne sait précisément où ils se trouvent. La peur est là, constante, mais elle se transforme progressivement en besoin d'agir. Attendre sans rien tenter leur paraît désormais impossible. À quelques kilomètres de là, Jack et Jordan commencent justement à ressentir que quelque chose ne va pas. Le silence de leur sœur devient trop inhabituel pour être ignoré. Ils veulent encore croire à une explication simple, mais l'absence de nouvelles prend une autre dimension.
L'inquiétude s'installe entre les deux frères, nourrie par un mauvais pressentiment. Peu à peu, leur inquiétude laisse place à une véritable suspicion. Ils décident alors de chercher des réponses du côté de Marco, le père de Warren. Si Warren est avec Lizzie, Marco devrait forcément disposer d'informations. Jack et Jordan espèrent encore entendre une explication capable de les rassurer. Pourtant, une autre idée commence à prendre forme. Si Marco leur cache quelque chose, le danger est peut-être déjà beaucoup plus proche qu'ils ne le pensent. Ils ont désormais besoin de réponses. Jack et Jordan se rendent donc au hall avec cette inquiétude qui ne les quitte plus. Devant Marco, ils essaient d'abord de rester mesurés, mais l'absence prolongée de Lizzie rend leur patience fragile. Ils lui demandent s'il a des nouvelles de Warren, espérant que le père du jeune homme pourra enfin leur donner une explication simple et rassurante. Marco affirme justement avoir reçu des nouvelles de son fils. En apparence, cette réponse devrait suffire à calmer les deux frères. Pourtant, quelque chose dans son attitude les dérange immédiatement. Son assurance ne sonne pas juste. Jack et Jordan l'observent avec attention, sensibles à chaque hésitation, à chaque détail qui ne correspond pas à la situation qu'il décrit. Plus Marco tente de banaliser les choses, plus leur méfiance grandit. Jack connaît suffisamment Lizzie pour savoir qu'elle ne resterait pas aussi longtemps sans donner signe de vie, surtout si elle se trouvait simplement avec Warren. Jordan partage la même intuition. Aucun des deux ne possède encore de preuves, mais leur inquiétude commence à se transformer en véritable alerte. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se contenter de la parole de Marco. S'il dit vrai, la police pourra rapidement le confirmer. S'il ment, chaque minute perdue pourrait avoir des conséquences. Les deux frères décident donc de se rendre au commissariat pour parler à Karim et signaler ce silence anormal qui les pousse désormais à imaginer le pire. Pendant ce temps, Lizzie et Warren n'ont aucune idée que les frères de la jeune femme commencent enfin à tirer la sonnette d'alarme. Dans leur lieu de détention, ils cherchent une issue. La peur n'a pas disparu, mais rester immobile devient plus terrifiant encore. Leur seule chance consiste à profiter du moindre relâchement de leur ravisseur. Une fenêtre apparaît comme une possibilité. Elle n'offre aucune garantie, seulement une ouverture fragile vers l'extérieur. Warren et Lizzie savent qu'ils risquent gros s'ils sont surpris, mais ils n'ont plus le luxe d'attendre. Leur décision se construit dans l'urgence. Ils doivent essayer, même si cette tentative peut provoquer la réaction violente de ceux qui les retiennent. Ils commencent alors à préparer leur fuite avec la plus grande discrétion possible. Chaque bruit leur paraît démesuré. Chaque seconde peut attirer l'attention. Ils avancent avec cette impression étrange que tout leur avenir dépend désormais de quelques gestes. Warren se rapproche de la fenêtre tandis que Lizzie reste près de lui, consciente que leur liberté se trouve peut-être à quelques mètres seulement. Mais leurs ravisseurs surgissent avant qu'ils ne puissent aller au bout de leur plan. La tentative est découverte en plein mouvement. En quelques secondes, l'espoir se transforme en lutte. Lizzie est rattrapée, retenue avant de pouvoir franchir l'ouverture. Warren, lui, se retrouve dans une position différente. Il a déjà presque réussi à passer. La situation devient alors insoutenable. Warren pourrait revenir pour tenter d'aider Lizzie, mais cette décision risque de les condamner tous les deux. Lizzie comprend immédiatement ce qui se joue. Même terrifiée, même retenue par leur ravisseur, elle refuse que son petit ami abandonne la seule chance qu'ils ont encore de prévenir quelqu'un. Elle l'encourage à partir sans elle. Son message est clair, Warren doit fuir et avertir la police. Pour Lizzie, cette décision demande un courage immense. Elle sait qu'en le poussant dehors, elle accepte de rester seule face à ceux qui les menacent. Mais elle comprend aussi que s'ils restent, personne ne saura où ils sont et aucun secours ne pourra arriver. Warren se retrouve ainsi confronté à un choix presque impossible. Devant lui se trouve la liberté, mais derrière lui se trouve Lizzie. Partir peut donner une chance de la sauver. Revenir peut sembler plus instinctif, plus loyal, mais cela risque de supprimer tout espoir. Dans cette fraction de seconde, l'amour prend une forme douloureuse, bien éloignée de tout romantisme. Lizzie, de son côté, ne cherche pas à se présenter comme une héroïne. Elle agit simplement parce qu'elle voit plus clairement que lui l'urgence de la situation. Si Warren parvient jusqu'à la police, leur captivité peut prendre fin. Cette pensée lui donne la force de repousser sa propre peur et de lui demander de ne pas perdre cette occasion. Au commissariat, l'inquiétude de Jack et Jordan prend désormais une dimension concrète lorsqu'il expose la situation à Karim. Il parle de l'absence de Lizzie, du comportement de Marco et de cette étrange affirmation selon laquelle il aurait eu des nouvelles de Warren. Tout ce qui leur semblait jusque-là diffus commence à former un ensemble beaucoup plus inquiétant. Karim connaît suffisamment les mécanismes d'une disparition pour ne pas écarter leur instinct. Jack et Jordan n'arrivent pas avec une certitude, mais avec plusieurs éléments qui justifient qu'on vérifie.
Pour eux, cette démarche représente déjà un soulagement fragile. Ils ne savent toujours pas où se trouve leur sœur, mais ils cessent enfin d'être seuls face à leurs doutes. La différence entre les deux espaces devient alors saisissante. Au commissariat, des adultes commencent à chercher des réponses avec des méthodes précises. De l'autre côté, Lizzie et Warren sont encore enfermés dans une urgence physique, immédiate, où quelques secondes peuvent décider de leur sort. Les deux lignes de l'histoire se rapprochent sans encore parvenir à se rejoindre. Dans le même temps, chez les Delcourt, une autre tension beaucoup plus intime se joue. Chloé finit par parler ouvertement à Alex. Tout ce qui est en train de se produire autour de leur famille la bouleverse davantage qu'elle ne veut le montrer. Elle lui avoue qu'elle a besoin de temps pour digérer cette nouvelle réalité et retrouver ses repères. Alex ne cherche pas à lui imposer son rythme. Il comprend que Chloé ne puisse pas accueillir immédiatement tous ces bouleversements avec la même disponibilité que lui. Pourtant, de son côté, il se sent déjà prêt à assumer ce qui arrive. Cette différence ne crée pas une rupture, mais elle révèle deux façons profondément différentes d'affronter un changement familial. Pour Alex, avancer semble être la meilleure manière de comprendre. Il en parle à Bruno et à Sylvain, partageant avec eux ce qu'il traverse et la responsabilité qu'il se sent capable de prendre. Plus il met des mots sur la situation, plus il donne l'impression de vouloir trouver rapidement une place dans cette configuration nouvelle. Chloé, au contraire, a besoin que les émotions se déposent avant de choisir comment agir. Elle ne rejette pas Alex ni ce qu'il veut construire. Elle essaie simplement de ne pas se perdre dans une succession de décisions trop rapides. Cette prudence révèle combien la famille reste pour elle un équilibre fragile, surtout lorsqu'un événement inattendu vient modifier les repères existants. Alex décide ensuite de passer une grande partie de la journée au mât avec Sonia et Milo. Pour lui, ce temps partagé n'est pas anodin. Il veut être présent, observer, écouter et créer quelque chose de naturel plutôt que de rester dans les suppositions. Milo, lui, peut simplement savourer ce moment familial sans avoir à porter toute la complexité des adultes. Au milieu des tensions qui traversent cette parenthèse offre un contraste presque apaisant. Milo profite de l'attention qu'on lui accorde, tandis qu'Alex semble trouver dans cette proximité une forme d'évidence. Pourtant, ce qu'il vit avec eux ne signifie pas que tout est déjà réglé avec Chloé. Le décalage entre les deux époux reste présent, discret mais réel. Au mât, Alex profite donc pleinement de ce temps passé auprès de Sonia et de Milo. Rien ne semble forcé dans son attitude. Il ne cherche pas à jouer un rôle ni à donner l'impression qu'il maîtrise déjà cette nouvelle situation. Il préfère observer, écouter et accompagner Milo dans des moments simples, comme si cette normalité pouvait l'aider à comprendre ce qu'il ressent vraiment. Milo, de son côté, semble savourer cette proximité sans chercher à compliquer les choses. Pour lui, ce moment familial possède une douceur particulière. Il peut profiter de la présence d'Alex sans avoir à porter toutes les interrogations qui agitent les adultes. Ce contraste est frappant. Là où Chloé réfléchit encore, Milo vit simplement l'instant qui lui est offert. Alex ressent probablement cette différence. Avec Milo, il n'y a pas besoin de longues explications. Il suffit d'être là. Cette présence lui permet de donner une forme concrète à ce qu'il disait quelques heures plus tôt à Chloé. Il se sent prêt à assumer, prêt à faire une place à cette nouvelle réalité dans sa vie, même si tout reste encore fragile. Pourtant, cette disponibilité d'Alex ne signifie pas que Chloé est déjà prête à suivre exactement le même chemin. Elle a demandé du temps, et ce besoin reste légitime. Chez elle, les bouleversements familiaux ont toujours eu un poids particulier. Chaque changement réveille une peur ancienne, celle de voir l'équilibre construit au fil des années se fissurer sous l'effet d'un événement imprévu. En fin de journée, Alex retrouve Chloé au spoon. Ils se font face avec l'envie évidente de conserver leur complicité malgré le trouble qui s'est installé entre eux. Le moment pourrait presque redevenir ordinaire, mais un détail vient rappeler que l'esprit d'Alex est ailleurs. Chloé évoque l'anniversaire de Judith, prévu dans quelques jours, et comprend qu'il a oublié leur organisation. Ce n'est pas l'oubli en lui-même qui la blesse le plus. C'est ce qu'il représente dans le contexte actuel. Alex vient de consacrer une grande partie de sa journée à Sonia et Milo, tandis qu'un événement concernant leur propre fille lui est sorti de la tête. Chloé ne peut s'empêcher de ressentir ce décalage, même si elle sait qu'il ne s'agit probablement pas d'un manque d'amour. Un léger malaise s'installe donc entre eux. Alex comprend qu'il vient de commettre une maladresse. Pour Chloé, cette petite faille suffit à réactiver toutes les questions qu'elle tente précisément de digérer. Comment accueillir une nouvelle réalité familiale sans que les liens déjà existants soient relégués au second plan? Comment avancer sans donner à Judith ou aux autres l'impression que quelque chose leur est retiré? Alex, lui, ne cherche pas à remplacer qui que ce soit. Son enthousiasme vient plutôt de son besoin d'agir, de se rendre utile et de ne pas fuir une responsabilité.
Mais cette volonté d'avancer rapidement peut sembler brutale à Chloé. Leur divergence se joue là, lui veut construire immédiatement, tandis qu'elle veut d'abord comprendre ce que cette construction va changer autour d'eux. Pendant ce temps, une intrigue beaucoup plus légère se déroule du côté de George. Mona supporte de moins en moins de voir son fils toujours célibataire. Cette situation devient presque une affaire personnelle pour elle. Au lieu d'attendre que George lui parle de sa vie sentimentale, elle décide de mener sa propre enquête auprès de tous ceux qui pourraient disposer de la moindre information. Roxane fait partie de ses premières cibles. Mona cherche des indices, des potins, n'importe quel élément susceptible de lui révéler si George fréquente quelqu'un en secret. Son insistance a quelque chose de comique, mais elle traduit aussi une inquiétude très maternelle. Pour elle, le célibat prolongé de son fils ressemble presque à un problème qu'il faudrait résoudre au plus vite. Ne trouvant manifestement pas assez d'informations, Mona poursuit ses recherches auprès de Bastien. Elle ne semble pas se demander si George apprécierait cette intrusion. Son objectif prend le dessus sur toute notion de discrétion. Chaque personne de son entourage devient une source potentielle, comme si elle pouvait reconstituer la vie sentimentale de son fils morceau par morceau. Lorsque George finit par apprendre ce qu'elle fait, sa réaction est immédiate. Il n'a aucune envie que sa mère transforme son intimité en enquête collective. Il demande donc clairement à Roxane et aux autres de ne rien lui raconter. Sa vie privée lui appartient et il ne veut pas que Mona obtienne des informations en contournant directement son fils. Cette petite bataille entre George et Mona apporte une respiration bienvenue, mais ailleurs l'urgence continue de monter. Jack et Jordan sont toujours préoccupés par Lizzie. Leur décision d'aller voir Karim marque un tournant, ils refusent désormais d'attendre passivement. Même si Marco prétend avoir des nouvelles de Warren, leur instinct leur dit que cette version cache quelque chose d'important. Pour Jack, l'absence de sa sœur devient presque physique. Il connaît ses habitudes, sa façon de prévenir la famille, sa manière de rester en contact. Ce silence ne lui ressemble pas. Jordan ressent la même chose, avec cette tendance à vouloir immédiatement agir lorsqu'un membre de sa famille est menacé. Ensemble, ils transforment leur peur en détermination. Marco, lui, devient malgré lui le centre de leurs soupçons. Sa déclaration selon laquelle il aurait reçu des nouvelles de Warren aurait pu clore la discussion. Au contraire, son comportement les a davantage troublés. Jack et Jordan ne savent pas encore ce qu'il cache exactement, mais ils sentent qu'il ne leur dit pas toute la vérité. Au même moment, la vérité la plus terrible se joue loin d'eux. Lizzie est retenue par les ravisseurs tandis que Warren se trouve à quelques secondes d'une possible fuite. L'occasion qu'ils attendaient s'est transformée en séparation forcée. Warren ne peut plus réfléchir comme auparavant. Chaque choix comporte désormais un risque direct pour celle qu'il aime. Lizzie, malgré la peur, reste concentrée sur l'essentiel. Si Warren peut sortir, il doit le faire. Elle sait que cette décision peut la laisser seule entre les mains de personnes dangereuses, mais elle comprend aussi que leur seule chance de survie réside peut-être dans cette fuite. Revenir vers elle serait humain, mais probablement catastrophique. Warren doit donc accepter une idée insupportable. Partir ne signifie pas abandonner Lizzie, mais essayer de la sauver autrement. Pourtant, dans l'instant, la nuance est difficile à supporter. Tout son instinct lui commande de rester auprès d'elle. Tout ce que Lizzie lui dit l'oblige au contraire à regarder vers l'extérieur, vers cette possibilité d'atteindre enfin la police. À cet instant, leur destin semble suspendu à quelques secondes. D'un côté, Jack et Jordan viennent d'alerter Karim parce qu'il refuse de croire au discours rassurant de Marco. De l'autre, Warren tente peut-être de devenir lui-même le messager capable de conduire les secours jusqu'à Lizzie. Sans le savoir, plusieurs chemins commencent enfin à converger vers elle. Au commissariat, les éléments commencent progressivement à se croiser. D'un côté, Sarah poursuit les vérifications autour de l'agression de Swazik et du mystérieux sac de billets. De l'autre, Karim reçoit l'inquiétude de Jack et Jordan concernant Lizzie. À première vue, ces affaires semblent distinctes, mais chacune révèle la même urgence, quelqu'un ment, et chaque silence peut coûter très cher. Swazik, elle, tente de retrouver un semblant de calme chez elle. La présence de Samuel apaise un peu cette sensation d'insécurité qui s'est installée depuis l'agression. Pourtant, le moindre bruit venu de l'extérieur suffit à réveiller son inquiétude. Elle sait que l'homme qui l'a menacée n'a pas disparu et que la police cherche encore à déterminer jusqu'où il est prêt à aller. Samuel refuse de la laisser affronter seule cette attente. Il n'a aucun moyen de résoudre l'enquête à la place de Sarah, mais il peut empêcher Swazik de se retrouver isolé face à ses pensées. Son soutien se traduit surtout par sa présence, cette volonté de rester auprès d'elle jusqu'à ce que la peur cesse de dicter chacun de ses gestes. Dans le même temps, Sarah garde en tête l'attitude de Diane et Marceau. Lorsqu'elle leur a expliqué qu'une femme était en danger,
elle espérait probablement provoquer chez eux un souvenir ou, au minimum, une réaction sincère. Mais les adolescents ont choisi de prétendre qu'ils ne savaient rien, alors même que Diane possède désormais le sac que tout le monde recherche. Ce mensonge devient d'autant plus lourd que Diane et Marceau connaissent la valeur de ce qu'ils cachent. Ils ont déjà envisagé de partager l'argent, transformant un objet lié à une menace grave en opportunité personnelle. Leur décision les place dans une position dangereuse. Garder le sac signifie désormais protéger un secret alors que Swazik pourrait subir une nouvelle attaque. Diane peut difficilement oublier les paroles de Sarah. Même si elle continue à protéger le secret, elle sait maintenant qu'il ne s'agit plus seulement d'argent trouvé sur une plage. Derrière ces billets existe une histoire inquiétante, suffisamment grave pour que la police évoque directement la vie d'une femme. Cette réalité rend leur enthousiasme initial beaucoup plus difficile à assumer. Marceau se retrouve lui aussi pris entre plusieurs pressions. Sa mère vient de découvrir qu'il a consommé de la drogue de synthèse, et la culpabilité d'Erika l'a profondément touché. Il lui a présenté ses excuses, mais il continue simultanément à cacher l'existence du sac. Sa volonté de rassurer sa mère entre donc en contradiction avec le nouveau mensonge qu'il entretient. Erika, de son côté, ne soupçonne pas encore tout ce qui se joue derrière l'attitude de son fils. Elle pense surtout à la drogue et aux risques qu'il a pris. Ce qui la blesse le plus reste l'idée d'avoir été insuffisamment présente. Cette culpabilité révèle combien elle cherche désormais à recréer un lien avec Marceau avant qu'une autre erreur ne les éloigne davantage. Pendant que ces secrets s'accumulent, Jack et Jordan repensent à leur échange avec Marco. Plus ils analysent son comportement, moins ses réponses leur semblent crédibles. Il prétend avoir eu des nouvelles de Warren, mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi Lizzie reste silencieuse. Pour les frères Roussel, l'absence de leur sœur demeure l'élément impossible à banaliser. Ils ont donc bien fait, à leurs yeux, de se tourner vers Karim. Cette décision marque aussi un changement dans leur état d'esprit. Ils ne veulent plus attendre que Lizzie revienne d'elle-même. Ils veulent que quelqu'un vérifie ce que Marco affirme et détermine où se trouvent réellement les deux jeunes. Leur inquiétude s'est désormais transformée en certitude qu'il faut agir. Karim, habitué à distinguer une simple inquiétude familiale d'un véritable signal d'alarme, ne peut ignorer ce qu'il lui raconte. Jack et Jordan connaissent leur sœur mieux que quiconque. Lorsqu'il affirme que ce silence n'est pas normal et qu'il trouve Marco suspect, leurs observations deviennent des éléments à prendre au sérieux, même en l'absence de preuves immédiates. Pendant ce temps, Warren reste prisonnier d'un instant décisif. Il a presque franchi la fenêtre lorsque les ravisseurs découvrent leur tentative. Lizzie est retenue derrière lui et lui ordonne de continuer. La voix de la jeune femme porte tout ce qu'elle ne peut pas expliquer longuement. S'il parvient à sortir, il peut prévenir la police et revenir avec des secours. Pour Warren, cette logique est parfaitement compréhensible et pourtant presque impossible à accepter. Il voit Lizzie en danger, à quelques mètres seulement, et son premier réflexe serait naturellement de revenir vers elle. Mais elle insiste. Elle lui demande de choisir non pas ce qui semble le plus courageux dans l'instant, mais ce qui pourrait réellement leur donner une chance de survivre. Lizzie accepte ainsi de rester exposée pour préserver cette chance. Elle ne sait pas ce que les ravisseurs feront si Warren réussit à leur échapper. Elle ne sait pas non plus combien de temps elle pourra tenir seule. Malgré tout, son regard reste tourné vers une seule priorité, faire sortir Warren avant que leur geôlier ne puisse le rattraper. La peur devient alors presque secondaire face à la détermination. Lizzie sait que l'un des hommes n'a même plus hésité à montrer son visage. Cette absence de précaution alimente l'idée qu'ils peuvent être éliminés. Dans ces conditions, attendre tranquillement une nouvelle occasion serait prendre un risque immense. Leur tentative de fuite n'est plus seulement audacieuse, elle est devenue nécessaire. Warren doit comprendre que partir sans elle ne constitue pas une trahison. Lizzie le lui fait sentir avec toute la force qu'elle peut encore mobiliser. Leur lien se joue ici dans une confiance absolue. Elle lui demande de croire qu'en s'éloignant d'elle maintenant, il agit précisément pour elle. Une décision cruelle, mais peut-être la seule qui puisse encore les sauver. À cet instant, personne parmi leurs proches ne connaît encore la scène qui se déroule. Jack et Jordan ne savent pas que leur sœur vient de sacrifier sa propre possibilité de fuite. Karim ne sait pas encore que Warren pourrait devenir l'unique témoin capable de révéler leur lieu de détention. Pourtant, autour d'eux, les premiers réflexes d'alerte se mettent enfin en place. Et tandis que cette menace atteint son point le plus critique, les autres habitants de Seth continuent leur propre combat plus ordinaire. Chloé et Alex doivent trouver un équilibre autour de Milo sans fragiliser leur famille. George tente de protéger son intimité face à Mona, et Erika essaie de réparer son lien avec Marceau. Mais pour Lizzie et Warren, il n'existe plus aucun espace pour l'hésitation.
La tension atteint désormais un point où chaque intrigue semble reposer sur une décision prise quelques heures plus tôt. Swazik a accepté de parler, Sarah a choisi de relancer les vérifications, Jack et Jordan ont refusé d'ignorer leur intuition, tandis que Lizzie et Warren ont tenté l'impossible. Partout, les personnages cessent progressivement de subir pour commencer à agir. Chez Swazik, Samuel continue de représenter cette présence stable dont elle a besoin. Après l'agression, rester seul aurait signifié laisser revenir sans cesse les mêmes images, les mêmes questions, la même crainte de voir son agresseur surgir de nouveau. Samuel ne peut pas effacer la violence qu'elle a subie, mais il l'aide au moins à ne pas la porter entièrement seule. Sarah, elle, poursuit sa logique d'enquête. Le téléphone de l'agresseur doit continuer à être localisé, les adolescents doivent être interrogés et le mystère du sac de billets doit être éclairci. Plus elle rassemble d'éléments, plus il devient évident que plusieurs personnes détiennent des informations qu'elles ne veulent pas encore livrer. Chaque mensonge complique la situation de Swazik. Diane et Marceau sont précisément au cœur de cette zone d'ombre. Ils savent où se trouve l'argent, puisqu'ils viennent de le retrouver, mais ils ont choisi de cacher cette information à Sarah. Leur volonté de partager les billets paraît désormais beaucoup moins innocente. Ils ne peuvent plus prétendre ignorer que cette somme est liée à une menace réelle. Le plus troublant reste que Sarah leur a explicitement parlé d'une femme en danger. Diane et Marceau ont donc entendu ce qui était en jeu avant de décider de garder le silence. Leur choix ne repose plus seulement sur l'excitation d'un gain inattendu. Il implique désormais une responsabilité dont ils ne semblent pas encore mesurer toutes les conséquences. Erika ignore encore cette partie de l'histoire lorsqu'elle tente de comprendre ce qui arrive à son fils. Pour elle, la priorité est le danger de la drogue de synthèse. Son échange avec Emily a fait naître une prise de conscience douloureuse. Les adolescents peuvent s'exposer à des risques graves pendant que leurs parents pensent encore pouvoir les protéger simplement en restant vigilants. Marceau a présenté ses excuses, touché par la culpabilité de sa mère. Pourtant, cette réconciliation reste incomplète tant qu'il garde pour lui le secret du sac. Il voudrait probablement rassurer Erika, mais ses actes continuent de l'entraîner dans une situation où la vérité devient chaque minute plus difficile à révéler sans devoir expliquer pourquoi il a menti. Pendant ce temps, Jack et Jordan n'ont plus l'intention de se laisser endormir par les réponses de Marco. Ils connaissent Lizzie, et son silence demeure incompatible avec le récit qu'on leur sert. Marco prétend avoir des nouvelles de Warren, mais cette affirmation ne répond jamais à la question la plus importante. Pourquoi Lizzie ne contacte-t-elle personne de sa famille ? En allant voir Karim, les frères Roussel font ce que Lizzie espère sans même le savoir, ils cherchent à faire intervenir la police. Leur démarche et la tentative de fuite de Warren suivent ainsi la même direction. Deux chemins différents convergent vers un seul objectif, retrouver les deux jeunes avant que les ravisseurs ne décident d'aller plus loin. Pour Lizzie, chaque seconde passée entre leurs mains devient désormais plus dangereuse. Elle a vu l'un des ravisseurs révéler son visage sans réelle inquiétude. Cette image suffit à nourrir toutes ses peurs. Si cet homme n'a plus besoin de se cacher, cela peut signifier que ceux qui les retiennent ne redoutent plus vraiment qu'ils puissent témoigner. C'est précisément pourquoi elle pousse Warren à partir. Lorsqu'elle est rattrapée, elle ne cherche pas à le convaincre de revenir. Au contraire, elle l'encourage à profiter de l'avance qu'il possède encore. Elle sait que son choix peut lui coûter très cher, mais elle préfère risquer de rester seule plutôt que de voir disparaître leur dernière possibilité de secours. Warren doit alors dépasser son premier réflexe. Tout en lui voudrait rejoindre Lizzie, la défendre et refuser de la laisser entre les mains de leur ravisseur. Pourtant, la jeune femme lui demande exactement l'inverse. Elle veut qu'il parte, qu'il trouve la police et qu'il transforme sa fuite en chance de survie pour eux deux. Ce moment résume toute la violence de leur situation. Leur amour ne s'exprime plus par la proximité, mais par la séparation. Lizzie accepte que Warren s'éloigne parce qu'elle espère le voir revenir accompagné de secours. Warren, lui, doit comprendre que continuer à courir peut être la meilleure manière de ne pas abandonner celle qu'il aime. À l'opposé de cette urgence, Alex et Chloé restent confrontés à un bouleversement plus intime. Alex a passé du temps avec Sonia et Milo, assumant pleinement son envie d'être présent. Chloé, elle, ne lui reproche pas cette implication, mais elle a besoin de plus de temps pour comprendre comment cette nouvelle dynamique va modifier leur quotidien familial. L'oubli d'Alex concernant l'anniversaire de Judith donne alors à cette inquiétude une forme très concrète. Chloé constate que son mari, absorbé par ce qu'il découvre, a laissé passer un détail concernant leur fille. Ce n'est qu'un oubli, mais dans son esprit il devient le symbole du risque qu'elle redoute, avancer vers Milo sans négliger ceux qui étaient déjà là. Alex ne semble pourtant animé par aucune volonté de remplacer un lien par un autre. Sa journée au mât montre plutôt son désir de répondre présent.
Mais pour que cette nouvelle réalité trouve naturellement sa place, il faudra aussi préserver l'équilibre existant avec Chloé, Judith et le reste de la famille. Le léger malaise du Spoon révèle cette difficulté. Milo, lui, reste en dehors de ses calculs. Il profite simplement de ce moment en famille, sans forcément percevoir les interrogations qui accompagnent chaque geste des adultes. Cette innocence donne à la journée d'Alex une dimension plus tendre. Derrière les inquiétudes de Chloé se trouve aussi la possibilité réelle de construire quelque chose de chaleureux sans effacer ce qui existe déjà. Et tandis que les Delcourt cherchent encore le bon équilibre, Mona poursuit une mission beaucoup moins dramatique mais tout aussi obstinée, mettre fin au célibat de Georges. Elle interroge Roxane puis Bastien, espérant recueillir suffisamment de confidences pour comprendre ce qui se passe dans la vie sentimentale de son fils, même si celui-ci ne lui a rien demandé. Georges finit naturellement par découvrir la manœuvre. L'idée que sa mère interroge son entourage sur ses relations ne l'amuse pas vraiment. Il rappelle donc aux personnes sollicitées qu'elles n'ont rien à lui raconter. Sa vie sentimentale reste privée, et même la détermination presque inépuisable de Mona ne lui donne aucun droit particulier sur cette partie de son existence. Cette touche d'humour ne suffit cependant pas à faire oublier le danger qui domine la journée. Alors que Mona cherche un amour pour Georges et qu'Alex essaie de trouver sa place auprès de Milo, une jeune femme demande à celui qu'elle aime de l'abandonner momentanément pour sauver leur vie. Lizzie se retrouve seule face à une menace dont elle ignore encore l'issue. Tout repose désormais sur ce que Warren pourra faire, mais également sur la rapidité avec laquelle Karim donnera du poids aux inquiétudes de Jack et Jordan. Les frères Roussel ont eu raison de ne pas ignorer leur malaise face à Marco. Sans savoir ce qui se joue réellement, ils ont commencé à ouvrir la seule porte susceptible de mener jusqu'à Lizzie. À 7, les secrets finissent souvent par se croiser avant d'éclater. Le sac de billets continue de mettre Swazik en danger, Diane et Marceau protègent une vérité qu'ils auraient dû révéler, Marco éveille les soupçons des Roussel, tandis que Lizzie mise désormais tout sur la fuite de Warren. Chacun croit encore contrôler une partie de la situation, mais l'équilibre devient extrêmement fragile. Et au cœur de ce chaos, Lizzie reste la figure la plus bouleversante. Au moment où elle pourrait supplier Warren de rester, elle lui demande de partir. Ce choix dit toute sa peur, mais surtout de sa lucidité. Elle accepte de prendre sur elle le danger immédiat pour qu'une chance subsiste encore à l'extérieur. L'épisode se referme ainsi sur plusieurs tensions encore ouvertes. Swazik attend que l'enquête avance, Jack et Jordan veulent comprendre ce que Marco leur cache, Chloé cherche à préserver son équilibre familial, tandis que George tente simplement de défendre sa vie privée. Mais la véritable urgence reste ailleurs, Warren doit parvenir à transformer la fuite voulue par Lizzie en secours réel.